ou parmi les conseillers culturels des ambassades canadiennes. Chez nous, les conseillers culturels du réseau des représentations du Québec à l'étranger accomplissent un travail de promotion essentiel pour nos créateurs auprès des diffuseurs et des programmeurs de partout dans le monde. L'idéal serait d'augmenter le nombre, notamment en Asie, où les perspectives sont énormes pour nos créateurs. Aussi, la disparition de certains programmes du gouvernement fédéral en culture a réduit considérablement l'appui au rayonnement québécois sur la scène internationale. Heureusement, depuis 2009, le gouvernement du Québec a pris la relève et compense à hauteur de 3 millions de dollars par année la disparition de ces programmes. Notez que nous avons poursuivi cet effort malgré le contexte budgétaire que vous connaissez. Vu le désengagement du fédéral en culture, aussi bien rapatrier en toute logique les principaux budgets de transferts fédéraux existants et réduire ainsi les inutiles chevauchements, dédoublements et incohérences, une situation qui entraîne non seulement de l'inefficacité et de la confusion, mais également des coûts inutiles. Il y a quelques jours à peine, j'étais à Port-au-Prince dans le cadre des rencontres québécoises en Haïti avec une importante délégation d'auteurs et de professionnels du secteur du livre et de l'édition, présidée par Dany. L'objectif était de mieux faire connaître la littérature québécoise à un peuple avec lequel, vous le savez, nous avons beaucoup d'affinités et surtout des liens d'amitié éternels. Idem avec la France, où je me suis rendu en novembre 2012 pour rencontrer les acteurs clés de la culture afin d'échanger sur les grands principes fondamentaux de notre développement culturel et de notre rayonnement là-bas. Nous le savons, l'exportation sur le marché international est une nécessité pour l'économie de la culture québécoise et nous sommes tous azimuts lorsqu'il s'agit d'inscrire la créativité de nos artistes et artisans dans l'espace francophone et partout sur la planète. À titre d'exemple, l'investissement du gouvernement de 3,9 millions de dollars en 2009-2010 dans le cadre des programmes de soutien du CALC à la tournée hors Québec en art de la scène a généré des revenus de 17,6 millions de dollars, soit un ratio de 4,5 $ pour 1 $ investi. Un rendement des plus intéressants. Cela dit, il nous importe également que de Baie-Comeau à Valleyfield, en passant par Rimouski et Montréal, chaque région du Québec puisse disposer de moyens adéquats pour offrir une vie culturelle de qualité. Si un artiste peut se produire à Berlin ou à Los Angeles, il faut aussi qu'il puisse le faire à Gaspé ou à Val-d'Or. Notre mission est de contribuer à l'affirmation de l'identité et de la vitalité culturelle québécoise, à en favoriser l'accès et la participation des citoyennes et des citoyens et le rayonnement sur la scène internationale. Bref, faire de la culture une véritable affaire d'État, comme dit Fred Pellerin, dans un Québec qui échappe au moule, qui est encore ouvert, immense à bâtir. Merci de votre écoute attentive. Je remercierai M. Coteau et je profiterai de l'occasion pour apporter une conclusion qui est toute personnelle. Alors donc, merci de m'accueillir aujourd'hui. J'agirai d'une certaine façon comme le after eight de votre repas. Je me sens très privilégiée d'être ici et j'ose interpréter cette invitation comme une reconnaissance de la pertinence de l'École nationale de l'humour
et de son apport dans le paysage éducationnel et culturel québécois. Le Québec a engendré, il y a maintenant 25 ans, une école unique dont le modèle attire l'attention à l'étranger. Je crois qu'il y a lieu collectivement d'être fiers. Merci, M. Coteau. Merci pour votre engagement profond et votre réflexion. Son éclairant discours laisse prévoir à court moyen terme des interventions très porteuses. Je conclurai tout simplement cette causerie en réitérant, en clamant, en claironnant haut et fort l'importance de la culture dans notre accomplissement personnel et collectif. La culture est un haut-parleur connecté sur l'âme humaine. L'humour, à l'instar des autres disciplines artistiques, contribue à la construction identitaire et à l'émancipation, au mieux-être des communautés, aussi fondamentale que l'air que l'on respire. Et je ne peux m'empêcher de penser à mon expérience récente en Haïti. En janvier dernier, agréablement escortée d'André Picard de Juste pour rire, de Monsieur le consul haïtien ici à Montréal, Justin Viard, et de Dany Laferrière comme guide suprême, je me suis retrouvée à Port-au-Prince pour la signature d'une entente visant la mise sur pied progressive d'une formation en humour. Je tiens à souligner que ce projet a été initié par le consulat haïtien, car non, nous n'avons pas de velléité hégémonique d'ouvrir des franchises de l'ENH à travers le monde. Sur place, de multiples rencontres, ministères, artistes, médias, écoles de théâtre, écoles de musique. Étonnamment, nulle résistance, nulle réticence au projet, même dans les éditoriaux de journaux critiques. Qu'un accueil à bras ouverts. Toutes mes craintes ont été déjouées. Spontanément, on peut penser, vous auriez pensé, j'ai pensé qu'un pays en reconstruction faisant face à d'incomparables défis a d'autres priorités que de vouloir faire rire. De vouloir rire, en fait. Alors, j'ai pensé à la pyramide de Maslow, qui hiérarchise les besoins fondamentaux de l'individu. Ceux au bas de la pyramide devant être comblés avant de répondre aux besoins dits supérieurs. Les besoins physiologiques et de sécurité constituent les premiers étages de la pyramide. Mais on réalise, comme beaucoup de chercheurs l'ont énoncé, que la hiérarchisation des besoins est erratique. Au contact des Haïtiens, j'ai compris combien les sentiments d'appartenance, d'affirmation et de reconnaissance étaient fondamentaux. Ils auraient d'ailleurs parfois des leçons de fierté à nous donner. La culture est au cœur de ces besoins, de la satisfaction de ces besoins. Je crois que la culture est porteuse d'humanité car elle s'alimente à l'expression. L'humour, par la distanciation qu'elle procure, peut parfois se connecter sur le noyau même de la détresse. Ce voyage fut pour moi une révélation. D'autant plus que les résistances au Québec il y a 25 ans pour l'implantation de l'école furent, comment dire, coriaces, fichtrement coriaces, pour ne pas dire autre chose. Ces résistances furent assurément liées à la perception de l'humour comme art populaire, sinon mineur, voire pas art pantoute. Je crois profondément, passionnément, que l'ensemble des expressions artistiques, dites populaires ou dites élitistes, constitue une polyphonie signifiante de notre société. L'objectif étant de viser l'excellence dans la multiplicité de ses voix. J'en profite pour saluer le ministère de la Culture qui offre un soutien important aux écoles supérieures d'art, théâtre, danse, cinéma, télévision, cirque, musique et humour. Les écoles jouent un rôle primordial dans l'écosystème de la culture en amont de la création, de la diffusion, et à l'autre extrémité de la chaîne, elles contribuent souvent à la réflexion critique sur les disciplines artistiques et la culture. Je pense à Culture Montréal et son président Simon Brault, qui est lui-même directeur de l'École nationale de théâtre. De notre côté, l'ENH a été l'initiatrice de la création de l'Observatoire de l'humour qui génère une réflexion éclairante et critique sur la place et la fonction de l'humour dans la société, y compris dans les entreprises. D'ailleurs, en novembre prochain, dans le cadre du 25e anniversaire de l'école, se tiendra un colloque réunissant universitaires, chercheurs, analystes et praticiens. M. Coteau a dit en ouverture de sa présentation, « La culture est ce qui nous permet de nous construire, de nous connaître, de nous reconnaître et de nous faire reconnaître. » Wow! Je terminerai en paraphrasant cet inspirant énoncé. Je souhaite la pénétration de la culture dans toutes les sphères de la société et pour tous les individus, une sorte d'invasion intérieure. Et je souhaite tout autant un rayonnement extérieur à l'échelle mondiale. Au Québec, la quête identitaire a cheminé. Passé du repli sur soi à l'affirmation et à l'appropriation, l'identité québécoise est plus que jamais à l'heure de prendre l'air,
de s'exposer les partis et de s'enrichir devant pluriel, en dehors et en dedans de nos frontières. Et ça, c'est une belle et grande job qui nous concerne tous. Merci.